Depuis 6 000 ans, la guerre plaît au peuple querelleur, et Dieu perd son temps à faire les étoiles et les fleurs. Aucun peuple ne tolère qu'un autre vive à côté, et l'on souffle la colère dans notre imbécilité. On pourrait boire aux fontaines, prier dans l'ombre à genoux, aimer, rêver sous les chênes. Tuer son frère est-il plus doux? Et l'aube est là sur la plaine. Oh, je pleure en vérité qu'on puisse avoir de la haine quand l'alouette a chanté. Poème de Victor Hugo, Liberté, égalité, fraternité. Fidèle auditrice, fidèle auditeur, bonjour ou bonsoir. Vous écoutez Remue-Ménage, une émission piéniquelisée par Jean-Pierre, à qui nous envoyons nos saluts fraternels, bien évidemment. Vous entendrez successivement au micro lors de cette émission Philippe le Nîmois, dit le Matador, Hercule Poivreau, dit le Poivreau, Didier du domaine de Crassus-aux-Moines, dit le détendu du Moulinet, et votre fidèle serviteur Anthony, dit Anthony Sean par Jean-Pierre. Le thème de cette émission, il est de votre serviteur et c'est un sujet libre. Sujet libre, car aucun thème proposé n'a fait l'unanimité. Et un poil de liberté dans cette émission dictatoriale, ça fait du bien. D'autant plus en ces temps d'élection présidentielle troublée. En l'absence du boss, c'est toujours toi, Philippe, qui ouvre le bal. On t'écoute. Une grande partie du programme de la candidate du Rassemblement national dépend d'un référendum illégal qui, si elle l'imposait malgré tout, serait à la limite du coup d'État. Pour faire face à une crise démocratique sans précédent, un mélange d'appel au peuple et de passage en force dans les institutions, sans faire mention une seule fois de l'état de droit ou des libertés fondamentales. Marine Le Pen veut, pour cela, réformer la Constitution dès son arrivée, avec son référendum sur la priorité nationale, et maintenant, à tort, que le Conseil constitutionnel n'aura pas son mot à dire. La loi fondamentale sera alors modifiée pour rendre possible l'organisation de référendums d'initiative populaire sur tous les sujets, y compris la peine de mort, même si elle n'y est pas personnellement favorable, puisqu'il n'y a pas de débat interdit dans une grande démocratie mature. Ces référendums, qui pourront être proposés par au moins 500 000 électeurs, s'imposeront sur les actes des pouvoirs publics. Une loi votée par le Parlement pourra être abrogée. Si le peuple rejette un texte, il ne pourra pas être proposé à nouveau pendant 15 ans. Les propositions de référendum du FN sur l'Europe, sur la priorité nationale, changerait complètement les conditions de la démocratie représentative, jusque-là structurée par les lois votées au Parlement, en vertu du principe de la délégation de souveraineté que les citoyens consentent à leurs représentants. Le référendum permet de contourner les assemblées, les corps intermédiaires, d'escamoter les discussions démocratiques parlementaires, de dramatiser les grands débats politiques avec des questions simplifiées et réductrices. Il fait l'impasse sur les nécessaires travaux d'enquête et d'analyse qui doivent procéder le vote sur des sujets graves. De nombreuses mesures du programme de Madame Le Pen, à commencer par la sortie de l'Europe où les priorités nationales impliquent un changement de constitution. En l'état actuel, ce sont des mesures anticonstitutionnelles. Il s'agit donc bel et bien pour elle de changer, non pas forcément de république, peu lui importe qu'elle soit la 5e ou la 6e, mais de régime. Elle prétend instituer un régime qui se dit au service du peuple, mais qui fonctionne en fait au plébiscite. C'est la tyrannie de la majorité dont parlait Tocqueville. Que le suffrage universel vaille mieux que la dictature ou la violence, c'est à mon avis une évidence pour le démocrate que je suis. Seul le peuple dans une république est souverain, mais c'est assurément se tromper que de croire que tout dans une société pourrait lui être soumis. Il n'y a pas de démocratie totale où elle serait totalitaire, ni de souveraineté absolue où elle serait dictatoriale.
Le suffrage universel, s'il prétendait régner sur tout, ne serait qu'une tyrannie de l'opinion qui vouerait la démocratie à sa perte. Dans 5 jours, nous aurons un nouveau président de la République. Nous l'élirons. Mon vote sera sans équivoque. Je me refuse de me trouver au sommet de l'imbécilité. Et, en hommage à Bobby Lapointe, natif de Pézenas, qui aurait eu 100 ans, et à tous mes amis du Languedoc-Roussillon, dans mon pays. C'est pour me mettre en train. Y a que 3 cordes à mon banjo pourri, une qui pleure, une qui aime, une qui rit. Celle qui pleure, je fais semblant qu'elle rit. Celle qui aime, j'en joue pas à Paris. Oui, y a que 3 cordes à mon banjo pourri, une qui pleure, une qui aime, une qui rit. Celle qui pleure, je fais semblant qu'elle rit. Celle qui aime, j'en joue dans mon pays. Dans mon pays, y a de la douceur, on peut montrer tout du son cœur. Et dans mon cœur y a plein de sentiments, un grand tout blanc pour papa et maman, un grand tout bleu réservé à mamie, et puis des strapontins pour les amis. Oui, dans mon cœur y a plein de sentiments, à Paris je les enferme prudemment. Je ne sors que les strapontins des amis, les autres ne voient le soleil qu'au pays. Dans mon pays, y a tant de chaleur que mon banjo chante en couleur. Y a que 3 cordes à mon banjo pourri, une qui pleure, une qui aime, une qui rit. Celle qui pleure, je fais semblant qu'elle rit. Celle qui aime, j'en joue pas à Paris. Salut les Aminches, c'est Hercule. Aujourd'hui, je vous parle de la réforme phare du prochain mandat d'Emmanuel Macron, les déficits des régimes de retraite, de nouvelles mesures étudiées par le gouvernement. Le président de la République, candidat à sa succession, nous l'a annoncé. Dès le début de son nouveau mandat, s'il est élu, l'âge de départ à la retraite sera porté à 65 ans. Ça fait rêver. Du sang, de la sueur, du travail et des larmes. Et puis, il nous a rappelé qu'il allait falloir travailler plus, mais sans gagner plus. Or, les études les plus récentes des fameux experts, qui hantent les plateaux de télévision où ils ont leur rond de serviette, prouvent qu'un tel changement ne réglera pas les problèmes récurrents de financement des divers régimes de retraite. Selon le plombier de Remue-Ménage, infiltré à Bercy, les ministres de l'économie et du budget étudient de nouvelles mesures pour résorber les déficits des caisses de retraite. Les réformes successives, si elles ont permis de diminuer positivement le montant des pensions et contraint les salariés âgés à retarder leur cessation d'activité, en reportant les déficits des divers régimes de retraite sur le régime d'assurance chômage, n'ont pas réglé le fond du problème. Les brèches restent à un niveau alarmant, de nouvelles dispositions sont donc envisagées. La première concerne le tabac et l'alcool. Les taxes sur ces deux produits, respectivement de 80 et de 84%, seraient ramenées au taux unique de 2% pour favoriser leur consommation chez nos concitoyens âgés de 60 ans et plus, justifiant d'un titre de pension aux caisses de la grande distribution, seul commerce capable en période de pandémie de faire face à une demande que l'on pressent d'ores et déjà très forte. Le Viagra serait également remboursé à 100% pour ce public et sa distribution encouragée dans les maisons de retraite. La chair de nos anciens a aussi le droit d'exulter, aurait en off commenté le président de la République, fin connaisseur.
On sait que l'acte sexuel pratiqué par les personnes âgées présente un risque d'accident cardiaque 4 à 6 fois plus élevé que chez les plus de 60 ans que chez leurs cadets. Ce qui serait une source d'économie à ne pas négliger, selon un proche conseiller de Bruno Le Maire souhaitant garder l'anonymat. Exceptionnellement, l'usage de la cocaïne et de la bœuf serait légalisé dans les lieux qui accueillent nos chères têtes aux cheveux blancs. Autre piste évoquée. Les limites de vitesse autorisées aux retraités disposant encore d'un permis et d'un véhicule seraient portées à 80 km/h en ville, 130 km/h sur route et 180 km/h sur autoroute, et le taux d'alcoolémie maximum toléré jusqu'à 4 grammes. L'usage du téléphone mobile au volant serait également toléré pour nos aînés. Cependant, ces dernières hypothèses seraient soumises à l'arbitrage de Matignon en raison des risques de dommages collatéraux. Les réformes ne doivent pas être contre-productives, selon un conseiller de l'Élysée souhaitant garder lui aussi l'anonymat. D'ores et déjà, la légalisation de la conduite à contresens serait définitivement écartée par le futur Premier ministre qui, à son tour, a souhaité garder l'anonymat. L'opposition de droite, une fois n'est pas coutume, se dit prête à voter une loi reprenant ces initiatives si elle était présentée à l'Assemblée nationale. Moins de seniors vivant moins longtemps mais mieux semble relever du bon sens à condition de prévoir des mesures pour ne pas favoriser les trafics de drogue au pied des maisons de retraite et des EHPAD, à l'image de ce qui se passe dans les banlieues en difficulté, aurait déclaré, sous anonymat, un député des Côtes-du-Rhône. Et dès lors que l'on ne touche pas aux pensions des parlementaires, a-t-il aussitôt ajouté. Ultime mesure, le versement des pensions pourrait être limité dans le temps. 15 ans ont été un moment envisagé, mais les sondages de l'Élysée ont démontré que la population ne serait pas encore mûre pour une telle révolution qui, à terme, s'imposera à la sagesse populaire. Une petite chanson pour terminer, la marche des retraités, chanson pour un con, par Musique 66. Là-dessus, je laisse ces réflexions à votre sagacité, chers auditeurs, en vous souhaitant bonjour chez vous. Retraité, attention, demain t'auras plus de sous, on te pique ton pognon, les cons ça ose tout. Retraité, attention, demain t'auras plus de sous, on te pique ton pognon, les cons ça ose tout. Tu es tombé par terre, C'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau, mais si t'as plus un rond, c'est la faute à un con. Retraité, attention, demain t'auras plus de sous, on te pique ton pognon, les cons ça ose tout. Retraité, attention, demain t'auras plus de sous, on te pique ton pognon, les cons ça ose tout. tu crèves de froid l'hiver, C'est la faute à Voltaire, l'été tu meurs de chaud, c'est la faute à Rousseau, mais si t'as plus un rond, c'est la faute à un con. Retraité, attention, demain t'auras plus de sous, on te pique ton pognon, les cons ça ose tout. Retraité, attention, demain t'auras plus de sous, on te pique ton pognon, les cons ça ose tout. tu trouves des pommes de terre, C'est la faute à Voltaire, tu ne bois que de l'eau, c'est la faute à Rousseau, mais si t'as plus un rond, c'est la faute à un con. plus rien ne t'éclaire, C'est la faute à Voltaire, si on t'a coupé l'eau, c'est la faute à Rousseau, mais si t'as plus un rond, c'est la faute à un con. Retraité, attention, demain t'auras plus de sous, on te pique ton pognon, les cons ça ose tout. Retraité, attention, demain t'auras plus de sous, on te pique ton pognon, les cons ça ose tout. si on t'a mis sous terre, C'est la faute à Voltaire, tu n'as plus que les os, c'est la faute à Rousseau, mais si t'as plus un rond, c'est
Dans un bar, un gars arrive joyeux. Ouais, moi j'ai un QI de 180. Un autre lui répond, ah ben tiens, ça tombe bien, moi j'ai un QI de 179. Et ils se mettent dans un coin pour discuter de fission nucléaire. Un autre gars arrive et il s'écrie, moi j'ai un QI de 140. Alors un autre enchaîne, ah ben moi j'ai un QI de 139. Alors ils se mettent dans un coin pour discuter de littérature. Enfin, un excité entre dans le bar et crie, moi j'ai un QI de 5. Alors là, il y a un autre gars qui lui répond, ah ben moi j'ai un QI de 4. Et ils se mettent dans un coin et la discussion commence. Alors, toi aussi, t'es au Front National? La chronique Nique s'en allait tout simplement. Grossière, vulgaire et méchant. Chères auditrices et chères auditrices, bonjour ou bonsoir, comme dirait notre ami Jean-Pierre. Le sujet de cette émission étant libre, je vous propose aujourd'hui de faire un voyage dans le temps, de revenir à une époque que les moins de 40 ans n'ont pas connue. Fermez les yeux, c'est parti. Nous y voilà, rouvrez les yeux. Nous sommes arrivés. Pour les plus de 40 ans, donc, cet environnement nous est familier. Pour les autres, laissez-moi quelques instants pour vous le décrire. Moi, personnellement, j'arrive sur mes 14 ans. Je vis évidemment chez mes parents dans un appartement de 3 pièces au 6e étage sans ascenseur, dans la banlieue parisienne. Mon père, lui, après avoir travaillé toute sa vie dans l'imprimerie comme rotativiste, un métier qui l'éloignait de son foyer 6 nuits par semaine, finit sa carrière comme chauffeur-livreur dans les Acédiques des Hauts-de-Seine. En effet, suite à une manœuvre de M. Amaury, magnat de la presse de l'époque, et avec l'aide du gouvernement, l'imprimerie du Parisien libéré, située rue des Petites Écuries à Paris, a été fermée pour être délocalisée à Chartres. Tout ça dans le but de porter un coup fatal au syndicalisme ambiant des ouvriers du livre que tous ces gens de droite trouvaient à leur goût trop puissant. 2 ans de grève et d'occupation de l'imprimerie n'y ont rien fait, les financiers de droite avaient gagné cette guerre d'usure. La rancœur de mon père contre la droite, qu'il avait privé à 50 ans de ce métier épuisant et dangereux, il avait failli une fois y perdre la vie, mais qu'il aimait, n'avait fait que grandir. Ma maman, elle, avait 2 métiers. Elle était nourrice d'enfants à domicile et femme au foyer. Dernier enfant d'une fratrie de 3 garçons, dont les 2 aînés avaient déjà pris leur envol pour quitter le nid familial, je vivais là, protégé par l'amour de ces courageux et méritants parents. Dans cet appartement, qui par bien des égards ressemblait beaucoup à celui de la mère à Titi, celle de la chanson de Renaud. Nous n'étions pas riches, mais nous avions notre château en Espagne. Une petite maison en préfabriqué située en Aveyron, au pays, comme on disait, et qui, en attendant la retraite de mon père, avait fini par remplacer la caravane Adria comme lieu de villégiature pour les vacances. Pour y descendre vers ce sud, lieu de nos origines familiales, si aimées, pas d'autoroute, non, mais 10 à 12 heures de trajet sur la nationale. Ah, qu'ils avaient un goût exquis, ces œufs durs mayonnaise et sandwich au jambon que nous engloutissions lors de la pause déjeuner, garé sur le bord de cette nationale coincée entre le vacarme de la circulation et les gaz des pots d'échappement, alors que le speaker à la radio nous décrivait avec enthousiasme l'attaque de Bernardino dans le col du Tourmalet. Ce qui avait le don d'énerver mon père, qui n'aimait pas notre nanar national car il le trouvait prétentieux et hautain, mais surtout de droite. Eh oui, car mon papa était un homme viscéralement de gauche, un humaniste. Ce voyage dans le temps que je vous ai proposé nous a amenés donc à cette époque où les smartphones n'existaient pas, les réseaux sociaux c'était la concierge, la boulangère
ou le bistrot du coin, et où jouer aux jeux vidéo FIFA consistait à se retrouver sur un terrain vague avec un ballon et des t-shirts en guise de poteau, et où, avec quelques potes, on se prenait pour Platini ou Rocheteau. Et ce voyage nous a ramenés plus exactement un dimanche soir de mai en 1981. Il est 19h59. Dans cet appartement de banlieue, nous sommes là réunis devant la télévision noir et blanc dont j'étais la seule et unique télécommande vocale. Didier, va donc changer la chaîne, c'est l'heure du compte est bon et le mot le plus long sur la 2. Le silence règne et l'anxiété aussi. Dans quelques instants, nous saurons qui va diriger la France pour les 7 années à venir. 20 heures. Un juron s'échappe de la bouche de mon père, croyant reconnaître le haut du front de Giscard alors que l'image du vainqueur se forme petit à petit sur l'écran, suivi d'un cri de surprise et de joie de ma mère. Mon père, lui, reste fixé, les yeux sur l'écran, des yeux dont s'échappent de grosses larmes qui se mettent à rouler sur ses joues. Larmes d'émotion, de gratitude, de joie. Plus de 20 ans qu'il attendait ça. Les dernières fois, ce n'était pas passé loin, mais là, ça y était enfin. Les ouvriers, ceux qui suaient sang et eau au profit des capitalistes, allaient enfin accéder au pouvoir. La vie allait enfin être belle. Liberté, égalité, fraternité allaient enfin prendre tout leur sens. Aujourd'hui, on comprend toute la naïveté de cette époque. Mais les plus de 40 ans, rappelez-vous, et les autres, écoutez. Les deux premières années, semaine des 39 heures, 5e semaine de congés payés, abolition de la peine de mort, ouverture aux radios de la bande FM, instauration de la fête de la musique, etc., etc. Il y avait même un ministère du temps libre. Toute sa vie, mon père a admiré et remercié François Mitterrand, même après 14 ans de pouvoir et d'affaires diverses. Car grâce au contrat Solidarité, il n'avait pas pu partir à la retraite à 55 ans, lui qui travaillait depuis ses 12 ans, et enfin, rentrer au pays. C'était une époque où les politiques pouvaient nous faire rêver et où parfois ces rêves se réalisaient. Une époque où l'espoir de jours meilleurs n'était pas une chimère utopie. Aujourd'hui, alors que doit se décider le sort de notre pays pour les 5 années à venir, entre un candidat de droite et une candidate d'extrême droite, alors que les médias, grâce à l'inculture de l'histoire de la politique de nos concitoyens, font passer le seul vrai socialiste Jean-Luc Mélenchon pour un type d'extrême gauche, je me pose, comme dans la chanson que vous allez entendre après cette chronique, cette question. Qu'aurait fait mon père au moment de voter pour ce second tour? Alors évidemment, contre le facho à l'œil de verre, il avait voté Chirac, la mort dans l'âme. Mais aujourd'hui, après tant et tant de désillusions, qu'aurait-il fait? Je ne le sais pas, et il n'est plus là malheureusement pour me le dire, ni pour me conseiller. Et j'en suis presque heureux pour lui, qu'il n'ait pas à vivre ça. Car moi, personnellement, je suis incapable de donner ma voix au choléra pour contrer la peste. On ne choisit pas son enfance, on m'a pas laissé être droitier. Mon père m'emmenait jamais au square, mais aux réunions de comité. Mon père était tellement de gauche qu'on habitait rue Jean Jaurès, en face du square Maurice Thorez, avant d'aller vivre à Montrouge. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. On a été en Urs l'hiver, les pays de l'Est c'est mieux l'hiver. On voit bien mieux les bâtiments, les nuances de gris ça flash sur le blanc. Devant la statue de Lénine, pour nous c'était le grand frisson. Moins 24, c'était pas terrible, mais les chapkas étaient en option. Mon père était tellement de gauche que quand est tombé le mur de Berlin, il est parti chez Casto pour acheter des parpaings. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. On mangeait des Léninsburgers, fallait vraiment faire attention. T'avais du chou, une pomme de terre, la viande, elle était en option. On achetait du Coca-Cola cause, approuvé par le comité. Ça devait soigner la silicose, on s'en servait pour désherber. On regardait pas la contrebande, on regardait pas la corruption. La Sibérie, c'était Disney.
Disneyland, le discernement en option. Mon père était tellement de gauche qu'à son mariage dans l'église, on chantait l'international. Les femmes portaient des fossiles. Mon père était tellement de gauche qu'on a eu tout plein d'accidents. Il refusait la priorité à droite systématiquement. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Mes copains se foutaient de moi tout le temps, car à l'école au premier rang, j'avais les lunettes de Brejnev et le dentier d'un Tupolev. Mon père était tellement de gauche qu'en 80 il croyait que ça changerait. Je sais pas quelle tête il aurait fait en 2002 en allant voter. Et même si tout ce que je raconte n'est pas tout à fait vrai, le socialisme comme paradis, nous on y croyait. Mon père était tellement de gauche que lorsqu'il est parti, la gauche est partie avec lui. La gauche est partie avec lui. La gauche est partie avec lui. La 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 la, 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 la 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 la. Pour cette 16e émission de Remue-Ménage, et oui la 16e, c'était donc à mon tour de choisir le sujet de l'émission. J'ai fait une première proposition qui n'a pas convaincu toute l'équipe. Puis j'ai proposé 3 sujets différents au vote et aucun n'a fait l'unanimité. Du coup, Jean-Pierre, mon sauveur, m'a proposé de donner carte blanche à l'équipe. Chacun parlera de ce qu'il voudra. Super, nous voilà sauvés. Et à l'heure de me décider de quoi je vais vous parler, je m'interroge. Pourquoi ne pas avoir trouvé un bon sujet de suite? Oui, l'actualité est lourde depuis des semaines. Guerre en Ukraine, montée de l'extrême droite en France, élection présidentielle catastrophique, et on en passe. L'actualité est lourde comme toujours, mais là peut-être un peu plus que d'habitude. L'élection présidentielle en France est une catastrophe. Se retrouver une nouvelle fois avec un candidat d'extrême droite au second tour est terrifiant. Le corps électoral continue de se fracturer, voire même de se fracasser. Pour résumer la partition actuelle et reprendre les mots de Frédéric Lordon, 3 forces se partagent les votes. La fasciste, autour de Marine Le Pen, le fascisateur, Macron, et la gauche, autour de la France insoumise et Mélenchon. Les 2 premiers étant majoritaires. À l'issue du second tour, la gauche s'est encore plus fracturée, les uns accusant les autres de les avoir fait perdre ou de leur avoir piqué des électeurs. Mais tous les gros perdants, à savoir les Républicains à droite et les Verts, le PS et le Parti communiste français à gauche, tous ont fait des scores minables. Tous ont craché pendant 5 ans sur Macron, mais ils ont immédiatement appelé à voter Macron. Dommage qu'il n'ait pas eu plus d'empressement à gauche pour s'unir avant et proposer un candidat unique. Car voilà, on le sait, en France, il y a essentiellement un peuple qui vote à droite. Donc pourquoi la gauche n'arrive pas à s'unir? Et maintenant elle s'étripe, chacun donnant des leçons à l'autre, lui expliquant le pourquoi du comment le pays se retrouve encore une fois sans un candidat au second tour. Je ne vous donnerai pas ici mes explications. Je trouve seulement ces partis tristes. Il me semble mettre en péril la citoyenneté en France. Quant aux gouvernants, voilà des années qu'ils renforcent à coups de politique néolibérale le vote de l'extrême droite. Et les électeurs dans tout ça? Pourquoi voter autant à droite et autant à l'extrême droite? Pourquoi les ouvriers et les pauvres votent-ils contre leurs intérêts? Je n'y comprends rien. Et que dire du candidat Macron qui en 5 ans ne m'a jamais convaincu de voter pour lui, qui a un programme à l'opposé de mes convictions, mais qui, une nouvelle fois, me demande de voter pour lui contre l'extrême droite, mais qui ne fait pas un pas vers le peuple de gauche? Absolument hallucinant. Un dilemme se pose. Une nouvelle fois, faire le castor de la République en allant faire un barrage ou leur dire à tous d'aller se faire foutre?
Je ne vous conseillerai rien et je garderai pour moi ce que je vais faire. Quand vous écouterez cette émission, le résultat sera peut-être tombé. Peut-être vivrons-nous dans la peur du lendemain, vers le chaos et le fascisme. Mais je peux vous le dire, je ne me sentirai jamais responsable de ce qui est arrivé. Les coupables sont ceux qui ont voté pour l'extrême droite d'abord, mais aussi les différents gouvernements successifs qui, depuis des années, ont tous mené des politiques antisociales et libérales qui ont renforcé l'extrême droite. Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Né en 92, nom de Dieu, mon nom est Père Duchesne. Marat fut généreux, nom de Dieu, à qui lui porte la haine sans Dieu. Je veux parler sans gêne, nom de Dieu. Je veux parler sans gêne. Coquin filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Coquin filou peureux, nom de Dieu, vous m'appelez canaille. Dès que j'ouvre les yeux, nom de Dieu, jusqu'au soir je travaille sans Dieu. Et je couche sur la paille, nom de Dieu. Et je couche sur la paille. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. On nous promet les cieux, nom de Dieu, pour toute récompense. Tandis que ces messieurs, nom de Dieu, s'arrondissent la panse sans Dieu. Nous crevons d'abstinence, nom de Dieu. Nous crevons d'abstinence. Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses? Pour mériter les cieux, nom de Dieu, voyez-vous ces bougresses? Au vicaire le moins vieux, nom de Dieu, s'en aller à confesse sans Dieu. Se faire blotter les fesses, nom de Dieu, se faire blotter les fesses. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Si tu veux être heureux, nom de Dieu, pends ton propriétaire. Coupe les curés en deux, nom de Dieu, fous les églises par terre sans Dieu. Et le bon Dieu dans la merde, nom de Dieu. Et le bon Dieu dans la merde. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Peuple trop oublieux, nom de Dieu, si jamais tu te lèves. Ne sois pas généreux, nom de Dieu, patron, bourgeois et prêtre sans Dieu. Mérite la lanterne, nom de Dieu. Mérite la lanterne. Mérite la lanterne. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité et on se quitte avec une petite citation de Bertolt Brecht. L'adulte ne croit pas au Père Noël, il vote. Because you know I'm living in the last days lead up. It ain't no game, just turn up all the things.